Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. Ce soir, la goélette Étoile fait escale à Monaco. Ce voilier école a reçu aujourd'hui la visite du prince Albert II. Plus de 200 élèves ont participé ce matin à la première édition des Olympiades de mathématiques, une épreuve qui a pour vocation de promouvoir les mathématiques et les sciences auprès des jeunes. Michel Drucker, Christine Scott Thomas, Kurt Russell, de grands noms du petit écran seront présents à la 65e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Elle aura lieu en juin prochain. Laurent Pion sera avec nous pour en parler. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la Monaco Art Week, un rendez-vous dédié à la création artistique qui offre des événements exceptionnels en principauté. Et puis nous nous intéresserons ce soir à une course originale. Elle a réuni des modèles réduits de voitures fabriquées à partir de pièges à souris. Nous vous emmenons à bord d'une embarcation historique pour débuter ce journal. La goélette Étoile est l'un des voiliers écoles emblématiques de la Marine nationale et elle fait escale actuellement à Monaco. L'Étoile a reçu la visite ce matin du prince Albert II et accueillera le public curieux d'en savoir un petit peu plus sur son histoire. Plus de détails dans ce reportage de Sarah Incari et Alexandra Paolini. Elle est de retour dans les eaux monégasques, après avoir accosté ici en 2011 à l'occasion du mariage du prince Albert II. L'Étoile, la goélette école de l'armée française basée à Brest, revient à Monaco dans le cadre d'une tournée spéciale effectuée à l'occasion des 400 ans de la Marine nationale. La Marine nationale a toujours voulu que ces marins fassent leur premier pas dans l'univers à voile avec ces goélettes au ras de l'eau et comme ça toujours garder un peu une première empreinte qui est toujours très marquante pour les marins du contact direct avec la mer, avec les éléments avant d'aller sur leur frégate et autres bâtiments de combat. Ce mardi, l'équipage composé d'une vingtaine d'officiers, d'élèves sous-officiers et de marins a reçu la visite exceptionnelle du souverain, de l'ambassadeur de France à Monaco et de la navigatrice Marita Barly. Pour nous, c'est toujours agréable c'est déjà très très beau de les voir, puis en plus de les croiser, et puis à chaque fois de voir des nouvelles bordées, des nouveaux équipages qui sont à bord, de voir des nouveaux commandements. Et ça fait 30 ans que je la côtoie et du coup, comme tous les 2 ans, l'équipage change. À chaque fois, on se dit, encore une nouvelle aventure, il y a encore de nouvelles personnes qui vont venir se former et apprendre des choses à bord de ce bâtiment. Donc c'est magnifique. Ce bateau, construit en 1932, n'était pas destiné à durer. Pourtant, près d'un siècle plus tard, il façonne encore les jeunes comme des lacs. On fait tout ce qui est monture des voiles, on les hisse, on les affale. Nos quarts, ils sont différents. On touche à la barre, on touche à la veille, des choses qu'on ne fait pas forcément en tant que matelot par exemple. C'est vraiment par grade. Ici, en fait, on touche à tout. Et c'est ça qui est bien sur ce bateau. Après plusieurs mois en mission loin de chez elle, la Cannoise pourra bientôt retrouver les siens puisque la prochaine escale de la goélette est prévue à Cannes. En attendant, il est possible de visiter le voilier demain et jeudi dans la marina du Yacht Club de Monaco. C'est gratuit et sans réservation. C'est une matière qui vous a peut-être donné du fil à retordre lors de votre cursus scolaire. Les mathématiques ne sont pourtant pas réservées à une élite. Elles sont un terrain de jeu pour celles et ceux qui aiment réfléchir autrement. Ce matin, plus de 200 élèves ont participé aux premières Olympiades de mathématiques. Des collégiens et des lycéens des établissements scolaires de la Principauté se sont affrontés autour d'épreuves de logique, de calcul et de réflexion. Le reportage de Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. Ouverte aux élèves de 6e, 5e et de seconde des établissements Charles III, FANB et Albert Ier, ces Olympiades ont été organisées par l'association Monaco Mathématiques avec le soutien de la direction de l'éducation nationale. L'objectif, donner le goût des sciences et valoriser les talents en principauté. C'est des exercices de mathématiques, mais c'était pas vraiment ce qu'on faisait en cours, c'était différent et il fallait raisonner par nous-mêmes. C'était très difficile. Faut dire directement, c'est très très difficile. Un peu difficile parce que j'ai pas l'habitude d'être assis pendant 2 heures et c'était très compliqué. C'était super bien, y avait beaucoup d'exercices, même il y en a des plus compliqués, mais ça va sinon. Ma mère, quand elle était petite, elle faisait des Jeux Olympiques de mathématiques, donc je me suis dit je vais la représenter, je vais représenter le collège. Pour moi, les épreuves, c'était un concours de logique. Ça nous fait penser à d'autres concours qu'on fait par exemple depuis la primaire. Mais là, c'est des Olympiades, c'est entre d'autres écoles d'ici et là c'est bien à Monaco. Ça représente les maths de Monaco, le concours
de Monaco et si on gagne, c'est super. Mais si on gagne pas, moi je sais pas les autres, mais moi je me suis amusée. Au-delà du classement, l'événement veut surtout montrer une image accessible des mathématiques. Les copies vont désormais être corrigées avant une remise des prix prévue dans les prochaines semaines. Les 3 meilleurs élèves de chaque niveau seront récompensés. Au lycée Albert Ier, les droits de l'homme prennent vie à travers un projet artistique engagé porté par des élèves de première. Cette initiative, motivée par le prix suédois Young Courage à travers son programme éducatif, le Cube, a vu chaque lycéen s'approprier un article de la Déclaration universelle. Les précisions de Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Incarner, représenter ou crier au monde à travers des mots l'importance de la liberté et des droits. Pour donner plus de force à leur message, les étudiants en géopolitique ont uni leurs talents à ceux des plasticiens et des comédiens. C'était vraiment un sentiment de liberté aussi, parce qu'on le ressent quand on bien sûr casse le mur. Ça avait pensé à des événements historiques tels que le mur de Berlin par exemple. Et puis même s'il y a un peu de regret quand on a dû le peindre, on a dû faire les mesures, mais au final c'est quand même un bon sentiment quand on peut voir comment les gens vont dedans et la liberté qu'ils ressentent quand ils sont dedans. Madame Payet nous a demandé de choisir un personnage chacun. Moi, j'ai directement pensé à Malala Yousafzai. C'est une femme qui s'est fait tirer dessus 3 fois, qui malgré les répressions des talibans a continué à se battre et aujourd'hui elle a eu prix Nobel de la paix. Donc franchement, on ne peut que s'inspirer d'elle finalement. Donc on s'est juste inspiré chacun d'un personnage, on l'a représenté. J'ai fait partie du concours d'éloquence, j'ai dû répondre à une question qui était « Devons-nous contrôler les réseaux sociaux ?» et j'ai dû répondre à la négative. Et je pense que c'est important pour que les personnes s'expriment et qu'ils montrent vraiment ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent dire. Et j'ai adoré en parler devant tout le monde. Ici, les disciplines se croisent et dialoguent. Une installation immersive qui ne délivre pas un message unique, mais invite à réfléchir. Le public traverse un cube, symbole fort, celui de la pluralité des regards dans une société libre. Dès que j'ai pris connaissance de ce projet, ça m'a de suite convaincu qu'il fallait absolument le porter à Monaco, parce qu'également Monaco, comme on le sait, c'est une terre des droits de l'homme et la principauté est très sensible à ça. Donc pour moi c'était une évidence. Si la principauté reste un territoire relativement préservé en matière de droits humains, ce projet rappelle que rien n'est jamais acquis. Une invitation à questionner, à douter, à rester vigilant. On peut toujours faire mieux et comme l'a rappelé Madame la directrice générale du département, Monaco est soumis aussi à des visites, à des contrôles. C'est important évidemment qu'on s'interroge sur nos propres pratiques. Alors les élèves ont parlé de ce qui les concerne, à savoir les réseaux, l'interdiction des réseaux, et c'est bien qu'ils aient réfléchi là-dessus, et j'ai été assez impressionné de la qualité de la réflexion. La liberté ne se donne pas, elle se traverse. Un titre fort à l'image de l'engagement de ses élèves. Monaco devrait à nouveau accueillir ce beau projet l'an prochain. C'est un rendez-vous unique qui, depuis 65 ans, raconte la télévision et accueille les plus grandes stars du petit écran. Le Festival de télévision de Monte-Carlo aura lieu cette année du 12 au 16 juin au Grimaldi Forum. Pour célébrer cette édition anniversaire, les organisateurs prévoient une programmation ambitieuse avec de grandes personnalités récompensées. Pour en parler, le vice-président délégué du Festival de télévision de Monte-Carlo est en duplex avec nous. Bonsoir Laurent Pionce. Bonsoir. Vous avez présenté aujourd'hui les grandes lignes de la 65e édition du festival. Sous quel signe se présente cet anniversaire ? Je pourrais dire sur les meilleurs signes, car pour moi, c'est la plus belle édition à laquelle j'aurais pu participer depuis que je suis au Festival de télévision de Monte-Carlo. On va avoir une compétition de très haut niveau, une avant-première pour l'ouverture qui est très populaire et connue internationalement, des prix spéciaux à des véritables stars de cinéma qui désormais font aujourd'hui des séries. Non, on est vraiment très très contents. On a une très belle programmation avec des films en compétition, on va projeter aussi tous les films qui seront en compétition. Non, ça va être une très très belle édition. C'est un festival qui a su traverser le temps, restant fidèle à son ancrage monégasque et aussi à son ouverture à l'international. Oui, bien sûr, c'est un petit peu l'objectif. Comme j'ai dit lors de cette conférence de presse, le festival a été créé par le prince Régnier III qui a été visionnaire. Donc il fallait nous aussi qu'on soit, je dirais, visionnaire et être précurseur, c'est-à-dire de chaque fois que ça a été possible, être les premiers. On a été les premiers à ouvrir avec un programme émanant d'une plateforme digitale. On a été les premiers aujourd'hui
par exemple, a honoré Michael Douglas pour la Nymphe de cristal. Après, il a été fait par auprès d'autres festivals. Donc, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de se remettre en question édition après édition et de toujours essayer de faire mieux que ce que l'on a fait l'année passée. Et il continue de recevoir les plus grandes stars du petit écran, émergentes comme légendaires. Elles seront d'ailleurs récompensées lors du festival. Ouais. Là, je fais référence notamment à Michel Drucker, par exemple. Oui, tout à fait. C'est vraiment un honneur pour nous d'accueillir Michel Drucker. En plus, donc, comme je l'ai dit, c'est les 65 ans du festival et il célébrera ses 65 ans de carrière. Donc, c'est un double anniversaire. C'est un honneur pour nous de l'honorer. Vraiment, on est très, très contents. Christine Scott Thomas, Kurt Russell seront aussi également présents. Vous le mentionnez, c'est vraiment les plus grands qui sont au rendez-vous. Oui, ça c'est grâce à la création de la Nymphe de cristal que nous avons créée en 2013. Je rappelle que c'était donc Donald Sutherland qui a été le premier honoré par le biais de la Nymphe de cristal. Cette Nymphe de cristal nous a permis au fil des années toujours d'inviter et d'honorer de véritables stars de cinéma qui, comme je l'ai dit pendant la conférence, ont commencé à la télé et sont revenus au cinéma, mais qui ont entre-temps effectué une carrière internationale au cinéma. Et c'est vrai que là, Kurt Russell, Christine Scott Thomas, Michael Douglas, Hélène Mirren, Morgan Freeman, tous ces noms-là, je veux dire, c'est des noms qui sont connus de tout le monde, qui ont traversé des générations. Et cela démontre aussi, une fois de plus, si cela était nécessaire, vraiment la notoriété et l'importance du festival en Europe. Et il est important aussi de mettre un coup de projecteur sur ces talents émergents, ceux qui font le futur de la télévision. Ouais. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on a créé également donc, ce prix du meilleur espoir. Donc on veut être également précurseur. Donc on fait des choix sur des talents jeunes en espérant qu'ils vont être demain les grands talents de demain. Laurent Pionce, le festival reste aussi un rendez-vous très populaire et accessible au public. Oui, c'est une des forces du festival. Notre objectif est de rassembler de plus en plus de fans. En plus, la principauté s'y prête bien parce que c'est un pays qui est très sécure. Donc ça nous permet à nous de travailler dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, la création des deux derniers prix, notamment donc les Most Promising Talents, c'est aussi pour rajeunir encore un petit peu la fanbase. Et là, de plus en plus, on se rend compte que grâce à ces prix, on a de plus en plus de personnes qui viennent aux barrières et on couvre plusieurs générations. Entre la Nymphe de cristal, la Nymphe d'honneur et la Nymphe du meilleur espoir, on arrive à couvrir toutes les générations. Et il y aura toujours les traditionnelles séances de dédicaces ? Bien sûr, je pense que cette année, on va avoir plus de 20 à 25 événements publics, séances de dédicaces, projections, rencontres avec des fans, les behind the scenes. Non, le programme du festival cette année va être très très complet et très intéressant. Laurent Pionce, on n'en oublie pas pour autant, mais le festival de télévision, c'est aussi une compétition. Bien sûr, c'est le cœur du festival, la compétition, c'est ce que je disais tout à l'heure en conférence de presse. La compétition a subi une grosse réforme en 2021, ce qui nous a permis aujourd'hui de la développer de façon considérable. Et on a la chance aujourd'hui donc de pouvoir projeter tous les films nommés en compétition avec leur cast, qui viennent également pour représenter le film. Ça nous a également permis, donc l'importance qu'a pris la compétition ces dernières années, ça nous a également permis de développer le Business Forum, puisque au travers de cette compétition, on a également de plus en plus de professionnels, réalisateurs, producteurs, showrunners qui viennent au festival de télévision. Et il était important pour nous de leur offrir une place, un endroit où ils pouvaient se rencontrer, échanger, discuter business. Et c'est le Business Forum. Donc effectivement, la compétition, c'est le plus important au sein du festival. Elle nous a permis donc de développer tous les points que je viens de citer. Avec un jury de qualité et encore une fois d'exception. Oui, c'est le jury, nous sommes très fiers aussi de notre jury, quelle que soit la catégorie, et que ce soit la catégorie fiction, documentaire, et il ne faut pas oublier aussi le digital, puisqu'on a créé le prix du digital l'an dernier, justement pour toujours être précurseur, parce qu'on est les premiers à l'avoir fait. Et c'est vrai que les jurys, notre objectif est d'être le plus international possible, d'une part, mais également faire un mélange entre des professionnels, acteurs et actrices. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Pionce, d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer la 65e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Merci à vous. Le prince Albert II et la princesse de Hanovre ont ouvert lundi soir la Monaco Art Week. Ils se sont retrouvés au nouveau musée national de Monaco pour lancer officiellement la 8e édition de ce rendez-vous dédié à la création artistique. Galeries, maisons de vente et passionnés d'art s'associent jusqu'à vendredi pour offrir au public un parcours à travers plusieurs quartiers emblématiques de la principauté. Exemple à la galerie Ribolzi, située non loin de l'hôtel Hermitage. Elle présente des œuvres inédites de Christo, connu notamment pour avoir entièrement empaqueté l'Arc de Triomphe. Le reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet.
Hristo Vladimirov Yavachev, né en Bulgarie, plus connu sous le nom simple de Hristo, ou encore Hristo et Jeanne-Claude, tant il est indissociable de son épouse. Tous deux sont décédés depuis quelques années, mais leur travail artistique perdure. Une exposition est actuellement en cours à la galerie Ribblesy. 8 toiles confiées par la fondation new-yorkaise Hristo et Jeanne-Claude. 8 collages mêlant dessins, vues aériennes, croquis techniques ou encore cartes topographiques, retraçant 2 projets éphémères de grande ampleur, à commencer par Over the River, un projet jamais abouti après 25 années de recherche et de travail. Hristo et son épouse et toutes leurs équipes ont beaucoup travaillé sur ce projet et malheureusement, au bout d'un certain nombre d'années, il y a un groupe local qui a contrecarré les projets de Hristo et sa femme et ils ont finalement dû abandonner le projet. Alors c'était un projet qui consistait en fait à couvrir une partie d'une rivière aux États-Unis. Donc ils ont arpenté plus de 22 000 kilomètres dans les Rocheuses pour trouver le site idéal. Et finalement, ils se sont penchés sur 6 sites pour finalement en choisir un seul, qui est le site que vous verrez ici, qui est la rivière Arkansas dans le Colorado. Malheureusement, le projet n'a jamais abouti. Autre salle, autre projet qui a vu le jour, cette fois-ci une pyramide sur le lac Serpentine à Londres. C'est une construction qui ressemble à une pyramide un peu d'architecture islamique, qui est réalisée avec plus de 7000 barils de pétrole et qui avait été demandée dans le cadre de la célébration des 60 ans des Galeries Serpentines. En fait, l'exposition tournait autour des artistes qui avaient travaillé sur le baril de pétrole pendant 60 ans. Et donc, Hristo a réalisé cette œuvre monumentale, éphémère, puisqu'elle n'a duré que 3 mois, mais qui est magnifique parce qu'en fait, il a choisi des couleurs pour faire en sorte que, selon la lumière qui se reflète sur le lac et sur les barils, on ait comme une peinture abstraite avec le reflet sur le lac. Cette exposition inédite consacrée à Hristo et Jeanne-Claude est en collaboration avec Art and Jewel of the World et One Gallery en Bulgarie. Elle s'achèvera le 12 juin. La vente de ces œuvres permettra de prolonger leur travail, notamment ce projet non abouti de Hristo grâce à son neveu qui prend la relève, une pyramide composée de 410 000 barils de pétrole déposés dans l'avenir dans le désert d'Abu Dhabi. La Monaco Art Week n'accueille pas seulement les visiteurs dans les différentes galeries de la principauté, l'art trouve aussi sa place chez Aston Martin. Le showroom de la légendaire marque automobile y dévoile le travail de l'architecte et designer David Bitton. Les détails d'Alban Gingembre et Alexandra Paolini. Le canapé flottant signé David Bitton avec l'artiste Astro, c'est lui la star de la vitrine d'Aston Martin pendant une semaine. L'idée, c'est aussi de montrer différentes visions de ce canapé. Donc là, on l'a mis en situation au milieu de l'espace. Et vous l'avez aussi dans la vitrine, ce qui permet de le voir de différentes façons, de différentes manières. C'est-à-dire que ça peut être un objet à l'extérieur comme une sculpture. Et puis, à l'intérieur du showroom, on l'a un petit peu mis en scène, comme si on l'avait habillé dans un appartement. Avec ce canapé en apesanteur, l'architecte offre son art à portée de main, preuve que le design d'intérieur est un art à part entière. Des designers comme Ron Arad sont aujourd'hui des pièces extrêmement difficiles à acquérir et qui sont aussi appréciées qu'un tableau Van Gogh ou Fontana. Et ce canapé est justement une œuvre, mais à la fois aussi du design, parce que le design c'est aussi une fonctionnalité, c'est pas simplement quelque chose de beau, on peut s'asseoir confortablement. Une pièce limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée. Après Dominique Bonnat, un nouveau membre de l'Académie française était l'invité de la Fondation Prince-Pierre. Il s'agit de Maurizio Serra, premier Italien à entrer sous la coupole. Il a tenté de répondre à cette question, écrire en plusieurs langues, est-ce mieux écrire? À travers différents exemples et en évoquant notamment son propre cas, l'écrivain a subjugué son auditoire, Christine Petit-Homel et Thomas Deus. Sur la scène du Théâtre des Variétés, Maurizio Serra, diplomate, historien et écrivain, incarnait pleinement cette richesse linguistique. Né à Londres, formé entre la France et l'Italie, il a occupé de hautes fonctions diplomatiques à Berlin, Londres, Paris ou encore Genève. Et selon lui, la langue influence directement la manière de penser. D'une langue à l'autre, le discours s'adapte, se transforme ou se nuance. Ça dépend de ce qu'on écrit et des moments de l'existence.
Par exemple, une vie de diplomate aujourd'hui fait en sorte que vous rédigiez presque exclusivement en anglais très souvent. Les Français ne sont pas contents, mais c'est comme ça. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que vous mettez à l'intérieur de tout cela ce que vous metteriez dans un livre. Donc, il s'agit de voir ce que vous souhaitez vraiment de l'écriture et le moment dans lequel un certain déclic se produit qui fait en sorte que vous choisissiez cette langue pour exprimer cette pensée ou cette part de vous-même. Un voyage littéraire à travers différents parcours d'auteurs qui ont fait de la pluralité linguistique une véritable force. J'ai été toujours fasciné, à mon très modeste niveau, par le cas de personnalités qui, pour des raisons existentielles, pour des raisons psychologiques, pour des raisons diverses, comme je le dirais, chacun est un cas particulier, chacune et chacun sont des cas particuliers, ont eu ce sentiment, ce besoin, cette nécessité de manifester leur sensibilité dans une langue qui n'était pas leur langue de naissance, disons, leur langue d'origine. À travers cette conférence, Maurizio Serra a ainsi livré une réflexion personnelle. Écrire dans plusieurs langues, ce n'est pas seulement maîtriser différents styles, c'est aussi multiplier les façons de penser et de raconter le monde. Alors que le Grand Prix historique s'est refermé dimanche avec 8 courses passionnantes et 50 000 visiteurs, une autre course d'un tout autre genre a eu lieu hier, le Monaco Mousetrap Car Grand Prix. Ouvert aux jeunes de 14 à 18 ans, cette compétition invite les élèves, accompagnés de leurs professeurs, à concevoir un modèle réduit de voiture pour développer leur ingéniosité. Retour sur la 13e édition avec Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Une Mousetrap Car, ça ressemble à ça, ou encore à ça. Des petits véhicules dont la seule source de force motrice est un piège à souris. Pour élaborer ces modèles réduits de voitures, il faut être inventif. Ce sont peut-être eux, les ingénieurs de demain. C'est intéressant parce qu'on apprend à manipuler des logiciels 3D. On a cherché les matériaux les plus légers possibles pour optimiser un peu la voiture, pour qu'elle soit le plus rapide possible. Ça a été compliqué juste d'imaginer le montant de la voiture, de tout réfléchir, de comment on va faire pour faire en sorte de faire une voiture qui peut se démarquer. De faire les roues, de tout faire. C'est ça qui était compliqué, mais c'était un challenge qui était vraiment intéressant. Les élèves sont assistés par leurs enseignants tout au long de l'année pour arriver au bout de cette compétition qui crée des vocations. Il y en a qui veulent travailler dans l'automobile, dans l'aéronautique et tout. C'est un des leviers aussi que ce concours arrive à activer chez les élèves et tout. C'est une compétition qui est très bien organisée et qui permet de justifier auprès des élèves tout un pan de ce qu'on essaye de leur transmettre au cours de l'année. Accélération, aller-retour, régularité, les participants sont évalués dans différentes catégories par un jury de professionnels. Why I believe that the world needs more engineers, because basically if you see all the science, they study the world, but the engineer, they create all the instruments that we take advantage of it. Une compétition qui fédère les jeunes autour des sciences de l'ingénieur pour ne jamais manquer d'âmes inventives. Nous évoquions tout à l'heure avec notre invité Laurent Pionce l'évolution de la télévision et notamment de ses programmes. Lui est un visage bien connu de la télé-réalité. Josh Stanley a déjà pris part à différentes émissions diffusées en France, au Royaume-Uni ou encore dernièrement en Allemagne avec beaucoup de succès. Il se lance désormais à la conquête d'un programme diffusé sur Amazon Prime, Beast Games. Le résident monégasque a besoin de vos votes pour participer à la saison 3. Les détails au micro d'Alban Gingembre. J'ai l'opportunité de représenter mon pays, Monaco, dans une des plus grosses télé-réalités du monde, une télé-réalité de compétition où un joueur par pays a le droit de représenter son pays. Et ça s'appelle Beast Games. C'est une émission qui est sur Amazon Prime, créée par le youtubeur MrBeast, qui a plus de 500 millions d'abonnés. Il est connu autour du monde. Et voilà, j'ai besoin d'un max de votes, du coup je me promène dans tout Monaco en demandant à tout le monde de voter pour moi. L'émission, il y a beaucoup de challenges, donc ça peut être sur des jeux de mémoire, ça peut être sur des jeux d'athlétisme, ça peut être
toutes sortes de compétitions. Aussi le fait qu'il y a des gens de plein de pays, il va falloir faire des rapprochements avec des gens des autres pays. Du coup, le fait que je parle plusieurs langues, ça va m'aider aussi. Donc le jeu consiste à gagner. Voilà, il y a 5 millions de dollars en jeu aussi. Donc ça, c'est un petit bonus, ça, bien sûr. Mais déjà, le fait de participer, ce serait déjà un honneur. Votez pour Joshua, Josh. Et si vous le faites, envoyez-moi un screen et vous l'envoyez sur mon Instagram, Josh Stanley MC. Et comme ça, je vous refais un petit message en vous remerciant. Et vous avez jusqu'à vendredi pour voter. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo de Christinda Petit-Homel, suivi d'un nouveau numéro de votre émission culinaire Mona Cook. Les photos de fin de JT ce soir de Manuel Vitali sont consacrées aux premières Olympiades de mathématiques. Passez une très belle soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, mercredi, la météo s'annonce particulièrement agréable sur la Principauté. Sous un ciel largement ensoleillé du matin jusqu'au soir, le beau temps s'installera durablement. Les températures seront comprises entre 10 degrés au lever du jour jusqu'à 21 degrés dans l'après-midi, offrant une ambiance douce et très printanière. Des conditions donc idéales pour profiter pleinement des extérieurs. Et puis sinon, côté calendrier, nous fêterons les Catherines, un prénom d'origine grecque souvent associé à la pureté et porté par de nombreuses figures marquantes de l'histoire. Et puis sinon, nous sommes aujourd'hui mardi et le mardi, c'est notre rendez-vous consacré à la météo de l'eau. Alors nous nous intéressons aux sources de la Principauté, un patrimoine discret mais essentiel qui permet de couvrir de 25 à 50% de notre consommation.